Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Alors à la base j'étais parti pour faire une vidéo en montage parallèle sur deux films que vous connaissez sans doute, Halloween 1, La Nuit des Masques, et le remake d'Halloween de 2007 de Rob Zombie. Seulement je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le 27 octobre, la chaîne YouTube Dirty Tommy a décidé de faire, pas forcément la même chose, mais de revenir sur le film Halloween, le remake. Et alors du coup, je me suis dit, je vais peut-être pas forcément la faire, cette vidéo, puisque si Dirty Tommy l'a déjà fait, il n'y a pas véritablement de raison, ça va faire redite. Sauf qu'il se trouve que nos avis divergent, et divergent, ça fait beaucoup. Donc cette vidéo spéciale Halloween sera à la fois un retour sur le remake de Halloween de Rob Zombie, et aussi quelque part une petite vidéo réponse à la vidéo de Dirty Tommy. Nous sommes en 2007. Après 5 ans de silence, la saga Halloween s'apprête à revenir sur les grands écrans. La saga, qui avait commencé en 78 avec Halloween 1, La Nuit des Masques, réalisé par John Carpenter, commençait sérieusement à s'essouffler. Par là, il faut entendre qu'elle était étendue dans la rue, la tête dans le caniveau, dans une flaque de pisse. Parce que si le film de Carpenter a aujourd'hui cette aura de film iconique, dans le genre du slasher, le reste de la saga est beaucoup plus faible. Simplement parce que la saga a décidé de partir sur l'exploitation de licences et, ainsi dire, tirer jusqu'à la trame de cette histoire. Alors bien évidemment, en 30 ans d'existence, on a eu le temps de voir passer pas mal de timelines dans l'existence de la saga Halloween. Par exemple, la timeline de Laurie Strode, première timeline de Laurie Strode, puisque Halloween 1 met en scène le personnage de Laurie Strode, qui est plus ou moins la cible principale de Michael Myers. Dans Halloween 2, on apprend que cette Laurie Strode est en fait la sœur de Michael Myers. Laurie Strode, interprétée par Jamie Lee Curtis, va disparaître après l'épisode 2 pour réapparaître dans l'épisode 7, 20 ans plus tard, et finalement mourir dès le début de l'épisode 8. Alors bien évidemment, il a fallu meubler quelque peu. Ainsi, après le Halloween 2 réalisé par Rick Rosenthal est arrivé le Halloween 3 qui n'a strictement rien à voir avec Michael Myers ou Laurie Strode. Le film fera un four total et ainsi dès Halloween 4, on va avoir droit au retour de Michael Myers. Seulement Jamie Lee Curtis n'a pas envie de reprendre le rôle. Ainsi, on va donner à Michael Myers une nouvelle cible, à savoir Jamie Lloyd, qui n'est autre que la fille de Laurie Strode, et qui sera sa cible sur les épisodes 4, 5 et 6. Cela fait donc déjà 2 timelines dans lesquelles Laurie Strode est la sœur de Michael Myers. Mais c'était sans compter une autre timeline dans laquelle Laurie Strode n'est absolument pas la sœur de Michael Myers. Le film original de cette timeline, c'est Halloween 1, et la suite de ce film, c'est le Halloween sorti en 2018, appelé sobrement Halloween. Alors sérieux, au département des titres, faites un effort, s'il vous plaît, parce que en fait, dans toute la saga Halloween, on a déjà 3 films qui s'appellent Halloween. Juste Halloween. Faites un effort, s'il vous plaît. Et cette actuelle saga se continue encore aujourd'hui, puisque cette année est sorti Halloween Kills, et l'an prochain sortira Halloween Ends. Quoi qu'il en soit, cette affaire est un joyeux bordel. Et au lendemain de la sortie de Halloween 8, qui fera un four autant au box-office qu'un four critique, il fallait insuffler du nouveau. Il fallait donner du frais à cette licence. Et pour ce faire, on va faire appel à un réalisateur qui est très prometteur dans le genre de l'horreur, à savoir Rob Zombie. Rob Zombie s'est fait connaître principalement pour 2 films. Le premier, c'est La Maison des Mille Morts, sorti en 2003, qui est un film que je trouve à la fois con et drôle. C'est franchement pas son film le plus inoubliable, je ne l'ai vu qu'une fois, et pour être franc avec vous, je ne me souviens pas de tout. Donc je me retiendrai de faire un jugement plus avancé. Par contre, en 2005, il réalise The Devil's Rejects, qui pour moi est encore maintenant son meilleur film. C'est un film qui nous propose tout de même de suivre des tueurs en série, des dégénérés, littéralement une famille entière de dégénérés, et tenter de nous faire ressentir de l'empathie pour eux. Ce qui est très très fort. En 2007 sortira également Werewolf Woman of the SS. Traduit littéralement, ça veut dire les femmes loups-garous de la SS. Ce film existe. Je ne l'ai jamais vu et j'ai cette triste impression que je suis en train de passer à côté d'un nanar exceptionnel. Mais le film à retenir ici, c'est effectivement The Devil's Rejects, sorti en 2005. Pourquoi faut-il retenir celui-là plus que les autres ? Parce que le remake d'Halloween de Rob Zombie va prendre le même cheminement.
C'est-à-dire que, au lieu d'un film conte d'Halloween comme l'a fait Carpenter, on va se retrouver avec un film d'horreur sociale ayant pour trame de fond Halloween. Et c'est justement l'argument que va utiliser mon collègue youtubeur Dirty Tommy pour vendre le film Halloween de Rob Zombie. Alors que de mon côté, il se trouve que c'est exactement cet aspect film social qui pour moi plombe le thème Halloween du film. Comprenez bien par contre que je ne considère pas que le remake de Rob Zombie soit un mauvais film. Seulement c'est un remake, et un remake doit, au minimum, respecter son support de base. Rob Zombie, s'il respecte effectivement le film de Carpenter, se le réapproprie en faisant de Halloween un film d'horreur sociale. Et c'est justement ce qui va créer chez moi un petit problème de dissonance. Alors pourquoi est-ce que je dis que Rob Zombie réutilise la recette de Devil's Rejects dans Halloween ? Dans The Devil's Rejects, on va donc suivre une famille de tueurs dégénérés pendant tout le film. Ça va être même nos personnages principaux. Et le fait est que le pari est osé. Arriver à nous faire suivre une bande de tueurs et en plus essayer de nous faire créer une empathie pour ces personnages, il fallait quand même oser. Mais le pire, c'est que ça marche. Parce qu'au final, le fait d'avoir suivi ces personnages dans leur vie de tous les jours, mais aussi d'avoir pu assister à leurs interactions entre eux, qui ne sont pas basées que sur des meurtres, et qui sont même parfois basés sur des moments de tendresse manifeste, au fur et à mesure du film, on arrive à effectivement ressentir quelque chose pour eux, quelque chose de plus ou moins positif. Si bien que lorsqu'ils sont rattrapés par la justice, et par la justice j'entends par là un shérif fou furieux qui va s'amuser à les torturer, on a mal pour eux. Et, spoiler alert, lorsqu'à la fin du film, ils se font tuer par les forces de police, on a tout de même mal au cœur. Alors bien évidemment, la mise en scène y joue pour beaucoup. Rob Zombie, c'est un homme qui sait choisir ses plans, et c'est aussi un homme qui sait choisir sa BO. Les musiques dans les films de Rob Zombie sont toujours excellentes et bien choisies. Et c'est cette même recette que va utiliser Rob Zombie pour son personnage de Michael Myers que vous voyez ici à l'écran sous vos yeux ébahis. La grande différence avec le film de Carpenter, qui nous laisse planer le doute quant à la nature véritable de Michael Myers, Rob Zombie, lui, va carrément nous faire une préquelle dans le film. Pendant 45 minutes, on va avoir droit à des morceaux choisis de l'enfance de Michael Myers, un gamin de 11 ans profondément troublé qui vit dans une cellule familiale autodestructrice et instable. Pour vous la faire courte, son beau-père est un personnage violent et alcoolique, sa mère n'est pas un personnage détestable dans le film, mais qui est un personnage dépassé par les événements, qui est la seule à travailler dans le foyer, et qui en plus est stripteaseuse, ce qui vaut énormément de moqueries à Michael une fois à l'école. On rajoute à ça une grande sœur qui se fout complètement de la vie de son frère, et une petite dernière, qui est à peine un bébé et qui est l'une des personnes qui trouve grâce aux yeux de Michael. Si on fait le compte de tout ça, on est véritablement sur une cellule familiale instable. Et on nous montre dès le début que Michael est déjà sur une pente descendante. C'est d'ailleurs l'une des premières scènes dans laquelle on voit Michael. Il tue son animal de compagnie avec un couteau et va voir ensuite sa mère en lui disant simplement que son rat est mort, mais on sait que c'est lui qui l'a tué. Mais il est dissocié de cet événement. Pour lui, ce n'est pas lui qui l'a fait, il a juste trouvé son rat mort. Dans un deuxième temps, on va avoir droit aussi à la vengeance de Michael vis-à-vis d'un de ses bullies à l'école. Après une énième moquerie, Michael va craquer, le poursuivre et le tabasser à mort. On en arrive ensuite à la scène qui introduit le film de Carpenter de 78, mais qui là est gardé pour ce moment précis, à savoir le meurtre de la famille de Michael par Michael lui-même. Vont y passer dans l'ordre son beau-père, puis le petit ami de sa sœur, puis sa sœur. Ces scènes sont un déchaînement de violence. Si la réalisation de Carpenter est beaucoup plus subtile, au point même que c'est l'un des films les moins sanglants de la saga, la scène dans le film de Rob Zombie, elle, c'est un déchaînement. Entre l'égorgement du beau-père, le tabassage à mort du petit copain de sa sœur et le meurtre à grands coups de couteau de sa sœur, la psyché de Michael est en train de s'effondrer. Et une chose qui est intéressante à noter, c'est que systématiquement, lorsque Michael tue quelqu'un, il porte à ce moment-là un masque. Et c'est là qu'il va d'ailleurs récupérer le fameux masque William Shatner que vous voyez à l'écran, qui sera sa marque de fabrique par la suite.
Mais Rob Zombie n'en a pas tout à fait fini. Dans le film de Carpenter, on voit, par vue subjective, une jeune fille se faire assassiner à coups de couteau, et le reveal final de cette scène d'introduction est de nous montrer le visage du tueur, qui est ce petit garçon de 6 ans. Dans le film de Rob Zombie, ça ne s'arrête pas là. On va suivre Michael dans ses premiers temps d'internement. Et on va nous présenter accessoirement un personnage indispensable à la saga Halloween, le docteur Samuel Loomis, interprété par Malcolm McDowell. On va nous montrer un Michael qui est toujours dissocié de ce qu'il a fait. Il ne comprend pas véritablement qu'il a tué quelqu'un. Il demande juste à sa mère quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer à la maison. Et le docteur Loomis, dans le film de Rob Zombie, va réellement tenter d'aider Michael du mieux qu'il le peut. Seulement, Michael ne va pas bien accepter le traitement. Il va s'enfermer de plus en plus dans le mutisme et surtout, il va de plus en plus porter un masque. Des masques qu'il fabrique lui-même dans sa cellule, mais dont il ne veut quasiment plus jamais se séparer. Le point d'orgue de cette démence va arriver d'ailleurs dans l'institut lui-même, dans l'asile psychiatrique. Au cours d'une visite de sa mère, le docteur Samuel Loomis comprend qu'il ne pourra pas aider Michael. Il comprend que Michael est potentiellement perdu pour de bon. Alors, il va prendre la main de la mère de Michael et l'emmener au loin, laissant Michael seul dans une salle avec une infirmière qui est supposée le superviser. Et cette infirmière va faire l'erreur à ne pas commettre dans un asile, elle va tourner le dos à un patient. Dans les asiles, c'est une règle qui ne doit jamais être brisée. On ne tourne jamais le dos aux internés. Et bien évidemment, cette décision lui sera fatale. Michael, à ce moment-là, porte un masque, il va se saisir d'une fourchette et va égorger l'infirmière. Et le point d'orgue de cette scène, ce sera ce jeune garçon, Michael Myers, dont la mère, décidément, ne veut pas quitter, elle ne veut pas comprendre que son fils est capable de faire ça, et va alors lui retirer son masque du visage. Et la préquelle finit sur le visage de Michael en train de hurler sur sa mère en pleine crise de démence. Par ce biais, Rob Zombie installe la même chose qu'il avait fait dans The Devil's Reject. Il installe un passé à Michael Myers. Il lui installe une densité humaine, un passif humain avec une cellule familiale, certes dysfonctionnelle, mais une cellule familiale dans laquelle il avait tout de même l'amour de sa mère. Et une cellule familiale dans laquelle il pouvait, lui, donner de l'amour, a priori, vers sa petite sœur Angel. On va d'ailleurs noter des différences notables entre le professeur Loomis de Zombie et le professeur Loomis de Carpenter. Si le professeur Loomis de Zombie va véritablement faire de son mieux pour aider Michael, et au passage, même jusqu'au bout du bout, même lorsque Michael se sera évadé, qu'il aura déjà tué des dizaines de personnes, même dans les derniers moments, Loomis va essayer de parlementer avec lui. Il va même s'excuser auprès de lui d'avoir failli, de l'avoir laissé tomber, de ne pas être parvenu à l'aider et à le soigner. Contrairement au Loomis de Carpenter. On n'est là pas du tout sur le même type de personnage. Le Loomis de Carpenter, c'est un personnage qui a certes tenté d'aider un jeune Michael Myers à revenir dans le monde des humains, mais qui s'est très vite rendu compte que ce Michael Myers était un personnage sans aucune conscience. Pour lui, Michael Myers est un animal. Il n'est régi que par l'instinct. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film en version originale, les pronoms qu'utilise le professeur Loomis disent tout sur sa conviction vis-à-vis de Michael Myers. Il n'utilise jamais les pronoms he ou him. Il ne fait que l'appeler it. À plusieurs reprises, il va appeler le monstre. Et à d'autres reprises, il va répéter aux forces de police de Haddonfield et même parfois à ses collègues médecins ou des infirmières qu'il n'est pas un homme, c'est un animal. Il est l'incarnation du mal absolu. Ainsi, si d'un côté le Loomis de Rob Zombie va tenter de parlementer avec la police en leur disant bien qu'il faut l'arrêter mais pas le tuer, ce sera tout l'inverse du Loomis de Carpenter qui dit très clairement que si cet homme ne peut pas rester enfermé à vie, il faut l'abattre. Il faut tirer à vue. Et du coup, ça change tout. Le fait d'avoir apporté cette densité humaine au personnage de Michael Myers fait que nous sommes sur un film social. Contrairement au film de Carpenter, qui est un conte d'Halloween. Littéralement, c'est une histoire de feu de camp, faite pour faire peur, une creepypasta. Une creepypasta contemporaine, qui se passerait de nos jours avec un croque-mitaine authentique. Et dans le film de Carpenter, ça marche. La figure du croque-mitaine est une figure
universel. Littéralement, le croque-mitaine existe dans toutes les cultures du monde. C'est une figure qui existe depuis que l'homme a peur du noir. Le but de la création d'un croque-mitaine, c'est de faire peur aux enfants et tenter de leur inoculer un petit peu de sagesse. Chez les anglo-saxons, on va l'appeler le boogeyman. Chez les allemands, on va l'appeler le bogelman ou le nartrab. Et chez les espagnols, on va l'appeler el cucuy ou alors el coco. Les croque-mitaines n'ont ni genre, ni race, ni sexe. Ce sont des personnages inventés, bien sûr, parfois pris à une légende locale et appliqués pour tenter d'expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas, par exemple, s'approcher de tel lieu, pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas s'approcher de telle personne, mais aussi, parfois, pourquoi il faut bien se tenir à table, ou alors pourquoi est-ce qu'il faut aller se coucher avant minuit. Et c'est ce que fait le film de Carpenter. Le boogeyman, le croque-mitaine, n'a pas de raison véritable de tuer. Il n'en a pas besoin. Il n'est pas un homme. Il ne réagit pas au monde autour de lui comme un homme le ferait. Et toute la mise en scène de Carpenter tourne autour de cette menace qui tombe sur la ville de Haddonfield, cette menace qui est insaisissable et qui pourtant se déplace au vu et au su de tout le monde. On peut le voir notamment dans cette scène où Loomis essaye de parler au shérif de la ville, alors que derrière lui, à quelques mètres seulement, on voit Michael Myers au volant d'une voiture. Et au moment où Michael Myers va tourner et partir dans une direction, le docteur Loomis, lui, va regarder dans l'autre. C'est-à-dire que Michael Myers, bien qu'il ait été privé de tout contact extérieur pendant plus de 20 ans, se déplace plus facilement dans ce monde que le professeur Loomis qui a l'air d'être complètement perdu. Pour entériner également cette idée de croque-mitaine, Carpenter va aussi donner à ce personnage une résistance surhumaine. Le professeur Loomis va lui tirer dessus 6 fois. Il va tout de même se relever et s'enfuir. Laurie Strode va lui planter une aiguille à tricoter dans le cou, il va se relever et continuer à attaquer. Dans un autre moment du film, on va retrouver dans l'ancienne maison des Myers, qui est abandonnée, le cadavre d'un chien. Et manifestement, ce cadavre, quelqu'un en a enlevé des morceaux avec la bouche. En fait, Michael Myers a tué ce chien pour pouvoir se nourrir, il avait faim. Et on peut y voir là une symbolique, à savoir la symbolique du chien, qui est typiquement l'animal de garde d'une maison. Et en faisant ça, Michael Myers commence à saper les défenses des hommes autour de lui. Il s'attaque à leurs gardiens avant de s'attaquer à eux. Et Carpenter n'explicite jamais véritablement dans son film pourquoi est-ce que Michael Myers est à ce point résistant, à la limite même de l'invincible. Comment est-ce qu'il fait pour arriver à se déplacer dans tout Haddonfield sans que personne ne semble le remarquer, alors que de son côté, Rob Zombie va tenter d'expliquer tout ça. Dans le film de Rob Zombie, Michael Myers se déplace principalement de nuit. Il finira par voler une tenue à un chauffeur routier et va pouvoir continuer jusqu'à Haddonfield. Dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on explique la résistance incroyable de Michael Myers? Par son physique. Si dans le film de Carpenter, Michael Myers est certes un grand type, mais pas forcément l'homme le plus costaud qu'on ait jamais vu, dans le film de Rob Zombie, on peut expliquer cette invulnérabilité relative du fait du physique de Michael Myers, qui est un véritable colosse, joué par un ancien catcheur. En fait, toutes les décisions que prend Rob Zombie vis-à-vis de Michael Myers vont tourner du côté de l'explication. Pourquoi est-ce que Michael Myers est résistant à ce point? Comment est-ce qu'il arrive à se déplacer dans la ville sans être véritablement remarqué? Pourquoi est-ce qu'il tue? Mais pourquoi également est-ce qu'il ne tue pas Laurie Strode? Et ce point-là fonctionne presque aussi bien que dans The Devil's Rejects. Parce que si Michael Myers n'a fait véritablement aucun cas de conscience vis-à-vis des hommes et femmes qu'il a tués pendant le film, lorsqu'il kidnappe Laurie Strode, il la prend dans ses bras et l'amène jusqu'au grenier de la maison des Myers. Dans ce grenier, il va retirer son masque, chose qu'on pensait impensable, et va tendre à Laurie Strode une photo de lui et elle 20 ans plus tôt. Seulement, Laurie Strode ne sait pas quoi penser de cette photo. Pour elle, c'est très clair, elle s'appelle Laurie Strode, elle ne s'appelle pas Angel Myers. Elle n'avait même pas de doute à ce sujet, si bien que elle va tenter de s'approcher du tueur, manifestement en état de faiblesse, et se saisir de son couteau pour lui planter
dans le cœur. Et c'est à ce moment-là qu'on sent que Rob Zombie est capable d'écrire des bons scénarios. Parce qu'à ce moment-là, alors qu'on sent la faiblesse de Michael Myers, nous savons qui il est. Nous savons d'où il vient. C'est une ironie dramatique. Et sur le moment, on ne s'explique pas vraiment la réaction de Laurie Strode. Et c'est un vrai tour de force de la part de Rob Zombie d'arriver à faire ça. Mais encore une fois, cela rajoute simplement de la densité humaine à Michael Myers. Et ce n'est pas ce que je veux voir. Alors ce qu'il faut que vous compreniez quand je dis ça, ce n'est pas que ça fait automatiquement de Halloween, le remake de Rob Zombie, un mauvais film. Le fait de rajouter de la densité humaine au personnage de Michael Myers va retirer toute idée et tout concept de fantastique dans le film. Ce que le film de Carpenter faisait de son côté, puisque nous n'avons pas véritablement d'informations sur ce qu'est Michael Myers. Est-ce que c'est un homme possédé par un esprit? Est-ce qu'il est effectivement une personnification du mal? Ou est-ce qu'il est peut-être même, comme dans le film de Rob Zombie, juste un homme dérangé qui court après des victimes? On n'en sait rien, et c'est exactement ce que j'aime dans le film de Carpenter, c'est le fait de ne pas savoir. Pour vous donner un exemple inverse, on pourrait citer le Silent Hill de Christophe Gans. Si le film en lui-même, manifestement, montre le respect qu'avait Christophe Gans pour le jeu, il y a cette fameuse scène arrivée dans le dernier tiers du film qui va nous expliquer le pourquoi, du comment, par le menu pendant 10-15 minutes. Et ce genre de scène est inutile. Non seulement est inutile parce que la plupart du temps on aura quand même compris pourquoi est-ce que le village est maudit, mais également parce que ça nous ferme tout un tas de portes de potentielles explications. Et ça c'est quelque chose dont je ne veux pas dans un film fantastique. Dans un film fantastique, c'est bien de nous laisser des portes ouvertes, de potentielles autres explications, de potentielles autres théories quant à la présence de tel ou tel personnage, du fait que ce tel personnage ne peut pas être tué par balle, etc., etc. Le Halloween de Rob Zombie enlève toute cette dimension fantastique au personnage. Si bien qu'arrivé à la fin de Halloween, en fait les explications sont là. On sait ce qui s'est passé, on sait qui est le tueur, on sait pourquoi il tue, on sait qu'il n'a pas forcément voulu tuer Laurie, mais qu'il a quand même failli le faire. Et voilà, point final. Alors que le film de Carpenter, lui, laisse des portes ouvertes. Effectivement, lorsque Loomis tire sur Michael et que Michael, par la suite, disparaît pour disparaître dans la nuit, ça nous laisse tout un tas de portes ouvertes à de potentielles explications. Quand Laurie demande à ce moment-là au professeur Loomis si elle venait de voir véritablement le boogeyman, What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. et que le Samuel Loomis, pourtant scientifique, va lui répondre que oui, effectivement, tu as vu le croque-mitaine, on se dit, mais alors, il serait vraiment un personnage surnaturel. Et ça laisse tout un tas d'autres explications possibles. Le film n'est pas fermé, contrairement au film de zombies qui, lui, dans sa qualité de film d'horreur sociale, nous montre l'itinéraire d'un tueur de la petite enfance jusqu'à sa mort, entre guillemets. Et ce que Dirty Tommy, dans sa vidéo, trouvait justement être un tour de force, ou en tout cas un des grands points positifs du film, d'avoir apporté cette backstory et ce passé à Michael Myers, pour moi, flingue le côté Halloween du film. Il flingue le côté conte. Pour vous donner une idée de ce défaut, c'est que essayez cet exercice de prendre le film de Rob Zombie, d'enlever le titre Halloween et le masque blanc. Vous pourriez y mettre littéralement n'importe quel titre. Et vous pourriez mettre derrière le masque n'importe quel autre tueur. John Wayne Gacy, par exemple, qui aimait s'habiller en clown au moment de commettre ses meurtres. Vous pourriez y mettre, pourquoi pas, Ed Kemper, qui avait aussi de très gros problèmes avec sa mère, et qui lui aussi était un personnage gigantesque. Vous pourriez y mettre également Ted Bundy, ou n'importe quel autre tueur en série qui avait potentiellement des problèmes de maman. Rob Zombie a en fait écrit un livre dont vous êtes le héros, version serial killer. Ça n'enlève rien à la qualité de sa réalisation. Encore une fois, je pense que le remake de Rob Zombie fait partie des meilleurs films de la saga. En termes de qualité, en termes de filmographie, en termes de violence aussi, parce que c'est un peu ce qu'on cherche en regardant un slasher, il fait partie du trio de tête.
Personnellement, quand je m'imagine un podium des films Halloween, j'imagine Halloween 1 tout en haut, le Halloween 2 de 1981 en deuxième place et le Halloween de Rob Zombie en troisième place. Si on regarde le film de Rob Zombie en n'en étant pas un film du Halloween de Carpenter, ça passe très bien, c'est un slasher de très grande qualité. Mais quand on a un amour profond pour le Halloween de Carpenter, couplé à ça avec un amour pour la littérature et le cinéma fantastique tel que moi, eh bien, ça va coincer, fatalement. Personnellement, je suis un grand fan de Lovecraft et des écrivains Lovecraftiens, des pasticheurs qui ont repris son univers pour écrire des nouvelles. Il ne décrit jamais véritablement certains monstres, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas être décrits. Le thème même de l'écriture de Lovecraft, c'est l'indescriptible, couplé avec la folie. On ne peut pas décrire ces monstres parce que les décrire, c'est trop pour nous, pauvres humains. Les décrire, et même tenter de les regarder tels qu'ils sont pour de vrai, nous rendra fous. Et c'est un type d'écriture que j'aime beaucoup. Tout simplement parce qu'elle va nous forcer à nous-mêmes nous investir dans l'histoire pour potentiellement imaginer l'inimaginable, même si ce que je dis est paradoxal. Rob Zombie m'a retiré ceci dans ce film. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un très bon film d'horreur, c'est un excellent slasher. En termes de remake, je dois admettre que c'est très couillu d'avoir fait ça. C'est très courageux de la part de Rob Zombie de s'être réapproprié le travail de Carpenter pour en faire un film d'une thématique complètement différente. Mais en termes de film d'Halloween, c'est-à-dire en termes de contes d'Halloween, d'histoires qu'on se raconte pour se faire peur, à mon sens, ça ne marche plus. C'est un film qui, au lieu d'être véritablement terrifiant, devient un film qui est plutôt déprimant en fait. C'est un film triste, Halloween. C'est l'histoire d'un gamin mentalement dérangé qui n'a jamais pu trouver l'aide dont il avait besoin, ni chez ses amis, ni dans sa famille, qui a plongé les deux pieds dans sa démence, au point de parvenir à s'échapper et de se lancer dans une tuerie de masse, dans laquelle son objectif était de retrouver sa sœur. Et cette même sœur, qui ne sait pas qui il est, va le poignarder, et même à la fin du film, va finir par lui tirer dessus. Le Halloween de Rob Zombie, c'est un film déprimant. C'est un film social, et c'est un film déprimant et triste. Et c'est un film qui n'a plus du tout une once de fantastique. Voilà, cette vidéo spéciale Halloween est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Mon cher Dirty Tommy, si d'aventure tu regardes cette vidéo, je t'en prie, laisse-moi un commentaire parce que ça me ferait très plaisir de savoir ce que tu en penses. Je ne vous fais pas le laïus sur les abonnements, les likes et partages parce que vous connaissez la chanson. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le site Arkham Inn sur lequel vous retrouverez toutes mes productions et que j'essaye du mieux que je peux de programmer et mettre en place. D'ici là, je vous souhaite un très bon Halloween et faites attention à vous.